En 1966, trois jeunes chanteuses ont marqué l'histoire de la musique grâce à un titre qui a touché des millions de gens à travers le monde. Écrite en 2 jours, la chanson est entrée dans l'histoire. Wagner Frères est fier de vous montrer la séance de cet enregistrement. Et salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cinéma In, le cinéma chez soi. Toujours présenté à 3 personnes et par 3 fois. Toujours, oui. Toujours. Et aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler des films avec de la musique dedans. Alors vous allez me dire, les films avec de la musique dedans, il y en a plein, mais des films dont le sujet est la musique, il y en a moins quand même. Oui, puis sans compter aussi, c'est que là on a fait une grande différence, c'est qu'on va pas parler de comédie musicale. Parce qu'il y a les comédies musicales d'un côté et il y a aussi les films musicaux, ce qui est vaguement différent quand même. Après, il y a des comédies musicales dont le sujet c'est la musique. La La Land. Voilà, par exemple. Mais oui, non, nous on va se concentrer sur des films qui parlent de musique sans être considérés comme des comédies musicales. C'est-à-dire que quand ça se met à chanter ou à danser, c'est parce que généralement les gars sont sur scène. Et c'est parce que ça fait partie en fait du scénario du film, ça fait partie de tout, ça fait partie de la diégèse du film en plus la plupart du temps. La plupart du temps, oui. Bah oui. Donc on va pas parler de Chantons sous la pluie, par exemple. Oh. On va pas parler des parapluies de Cherbourg. Oh. Ah, tant mieux. Même s'il y en a qui aiment des parapluies de Cherbourg, mais bon. Et on va commencer, on va faire tout le contraire. Pour une fois, c'est pas moi qui va commencer, parce que comme vous vous en doutez, j'ai choisi le plus vieux film, pour pas changer. Oui, bah il est... Oui, je suis vieux. Il est coincé avec les films de son enfance. Oui, de son enfoiré. Ça devient de pire en pire cette vanne à chaque fois. Ouais. Tu sais, puis un jour, à une émission, je vais prendre le dernier film qui est sorti en date, c'est comme ça, et ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, oh. Et donc on va réussir à trouver un film qui est sorti après encore. J'ai trouvé un film qui va sortir, mais tu seras mort d'ici là. Je m'en fous. Et on va commencer par le film le plus récent. Et on va commencer par toi, Aurel. Et je crois que c'est toujours moi qui prends le film le plus récent. La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Ouais. Et donc, moi je vais vous parler de Tous en scène, donc, qui est un film réalisé par Universal et produit notamment en France par Illumination. Donc si vous ne saviez pas que le studio Illumination était en France, il est en France, mais c'est produit par des Américains. Parce que Universal a racheté du coup le studio. Alors de quoi ça parle Tous en scène? Tous en scène, ça parle de Buster Moon, donc il y a un petit koala, parce que tous les personnages, je le précise tout de suite, sont des animaux anthropomorphes. Et donc, l'histoire de Buster Moon, il a racheté un théâtre dans lequel justement il a découvert la musique, dans lequel il a découvert l'opéra, et il a voulu rendre à ce théâtre sa gloire d'antan, sauf que il n'a pas trop réussi, il est un peu en galère d'argent, et pour essayer d'avoir un peu plus de monde, il va organiser un concours de chant. Parce que bon, c'est pas la mode des concours de chant, enfin la grande mode est passée sur les Star Academy, sur les Pop Stars et compagnie. Oh, les références de vieux Pop Stars. Oui, Pop Star. Non, j'allais dire Star Academy n'existe plus. Nouvelle Star existe encore un peu ici et un peu beaucoup en Amérique. Ouais. En Angleterre surtout. En Angleterre, ils ont surtout un incroyable talent. Ouais, ou alors X Factor aussi. X Factor. Ouais. The Voices, du coup. Et c'est vrai The Voice, parce que ici en France, ça s'est bien essoufflé. Et sinon, quand tu vas en Amérique ou en Angleterre, Papy fait de la résistance. Référence. Après, on dit que c'est moi qui est vieux. C'est toi, Papy. Et du coup, il va rencontrer des personnages, justement, qui, par la musique, vont essayer de s'émanciper un petit peu de leur vie quotidienne. Voilà, donc c'est globalement comment on pourrait résumer le film. Alors c'est assez difficile en fait à résumer autrement parce que le film est un film choral, donc un film avec plusieurs personnages principaux, et chaque personnage ayant son histoire, c'est à la fois pour moi ce qui fait la force de ce film et également la faiblesse de ce film. Je vais y revenir. Sur la force de ce film, déjà, c'est beau. On n'atteint pas le niveau de Soul, mais il y a quand même 4 ans qui séparent les deux films. Donc dans le contexte, à l'époque, c'est quand même beau. Les personnages sont super attachants. C'est assez rare pour le noter, parce que dans les films chorales, il y a toujours un moment, enfin des personnages qui sont beaucoup moins attachants que les autres, et on s'attache peut-être qu'à un ou deux. Là, il y a juste un personnage auquel on peut avoir du mal à s'attacher, mais à mon sens, c'est fait exprès. C'est un personnage... Gunther ? Non, pas Gunther. Non, Gunther avec son pick et power, c'est trop fort. Le personnage de Seth MacFarlane. Oui, c'est ça. C'est un connard dès le début, donc c'est fait pour. C'est fait exprès qu'on puisse pas s'y attacher, mais par contre Gunther, moi personnellement, ça reste mon personnage préféré.
Mais par contre, c'est le seul personnage qui réapparaît souvent qui n'a pas vraiment d'histoire en fait dans le film. C'est plutôt sa Bah, partenaire. c'est le comic relief, quoi. C'est ça, tout ça parce qu'elle a un accent allemand et que c'est un cochon. Oui. Ah, Et du coup, je disais tout à l'heure que ça constituait sa force parce que chaque personnage a vraiment une histoire et une histoire très différente. C'est-à-dire qu'on a la femme au foyer qui veut s'émanciper par la musique et qui justement subit la charge mentale de plein fouet. On a le fils qui est un fils de gangster et qui souhaite justement sortir du banditisme ou du grand banditisme via la musique. On a également une personne qui est très timide, très introvertie, qui veut qui veut pouvoir s'exprimer justement à travers la musique puisqu'elle sait chanter. Et on a une galerie de personnages comme ça qui pour moi est très très satisfaisante. La faiblesse d'avoir ça, c'est que certaines histoires, on reste un peu sur notre faim parce que certaines histoires méritaient peut-être plus d'approfondissement pour moi. Bon, en plus du fait que Gunther n'a pas vraiment d'histoire justement dans le film, il y a peut-être une ou deux histoires qui auraient été méritées d'être un peu plus approfondies. Par exemple, Mina, donc, qui est l'éléphant timide. Et pour moi, c'est selon moi l'arc qui est le moins développé, qui pourtant était un des plus intéressants parce que, outre le fait qu'elle soit timide, elle subit aussi la pression familiale du fait qu'il y ait des gens en fait qui la comprennent pas parce que bon, le fait que ce soit un éléphant, déjà on la remarque forcément. Donc pour quelqu'un en plus qui est timide, qu'on remarque forcément, ça fait un peu aussi l'analogie des fois avec ce que peuvent subir justement les personnes grosses durant leur scolarité. Du coup, qu'elles soient remarquées alors qu'elles ne souhaitent pas forcément être remarquées et qu'elles soient justement harcelées pour ça. Alors Mina n'est pas harcelée dans le film, mais le parallèle, je trouvais ça assez intéressant justement de se dire, elle est remarquée mais en même temps elle ne veut pas l'être. Et du coup, elle subit déjà cet état de fait. Puis en plus, elle subit la pression, alors pas de la part de ses parents, mais de ses grands-parents, qui comprennent pas en fait pourquoi elle veut pas y aller, pourquoi elle gâche son talent par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est peut-être l'histoire qui méritait le plus de développement, qui est pas trop développée. Bon. Après, je pinaille parce que ce film est excellent. Ce film, pour moi, m'a fait passer un très bon moment. Il me fait toujours marrer. Il y a de très très bons gags là-dedans. Et en même temps, c'est un film qui peut émouvoir. Bon, pas jusqu'aux larmes. Enfin, moi, j'ai pas été jusqu'aux larmes, mais pourtant, en ce moment, je suis assez émotif. Donc, du coup, quand ça devient assez émouvant, bah, ça arrive à me faire verser quelques larmes. Ce film-là, non, mais quand même, il y a de quoi faire. Et après, même le personnage principal, Buster Moon, alors, est plutôt attachant, quand bien même, toutes les décisions qu'il prend sont des fois un petit peu... pas forcément très très légal, mais on s'attache au personnage par le fait qu'il essaie quand même de poursuivre son rêve avec un plus ou moins rouleau de scotch, des seaux pour recevoir l'eau de la pluie justement qui fuite par le toit. Et puis voilà. Messieurs, est-ce que vous l'avez vu ce film? moi je l'ai vu et je l'ai même vu avec toi. Je l'ai revu pour l'émission parce que j'en avais gardé un très bon souvenir. Et je le reconfirme, c'est un bon film. Alors après, c'est juste moi, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je vous conseille de le voir en VO. Oui. Parce que la VO est juste superbe, quoi. Je l'ai noté, on a Scarlett Johansson, la fameuse Rose with the Spoon, qu'on n'arrive pas à dire son nom de famille, bordel. C'est Reese déjà. C'est Reese. Reese with a Spoon. Comme les bonbons Camberity. Oui, ok. Bon, bah, un truc avec un spoon. With a spoon. With a spoon. Et un acteur aussi que notre cher ami Richard aime beaucoup, surtout dans un film. Je te laisse dire son nom, parce que c'est grâce à ce film-là qu'il a joué un musicien très connu. Ah oui, c'est pas grâce à celui-là, c'est grâce à Kingsman 2. Mais oui, du coup, il y a Taron Egerton. Oui. Non, parce que moi, quand je pense à ce film, je pense surtout à Seth MacFarlane qui prouve à tout le monde qu'il sait chanter. Oui. Enfin, surtout aux gens qui n'étaient pas au courant qu'ils faisaient des CD de Noël, c'est-à-dire les gens pas américains, ou qui n'ont jamais entendu chanter dans Family Guys. Parce que pareil, dans Family Guys, il y a des moments où il chante, pas avec la voix de Peter Griffin, mais quand il arrive à chanter avec sa voix, tu fais « Oh le bâtard !» Et là, vu qu'il fait un gars qui chante que du Sinatra, il chante du Sinatra et il le fait bien. Et sa version de My Way,
comment dire, j'aime beaucoup l'écouter à part parce que dans le film, elle est interrompue par des gags qui marchent bien avec le personnage, mais juste quand tu l'écoutes toute seule, tu fais ah, mes oreilles, elles fondent, elles se reforment, elles refondent, et c'est délicieux. Et Taron Egerton est excellent aussi. Ouais, Egerton en plus, il chante bien. Ah oui. Bon, il l'a prouvé après, Oui. encore plus plus. dans Rocketman. Mais dans celui-là, voilà, moi je l'ai retenu. Bon, Scarlett Johansson, on savait qu'elle chantait bien, parce qu'elle avait fait les disques avant. Donc on savait les capacités vocaux de madame. Mais vocales, pardon. Les vocales, les vocaux. Donc voilà, moi j'ai un très bon souvenir de ce film-là. Je trouve que c'est un bon film. Et c'est pas le côté, bon, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il y en a qui aiment ça, mais ça fait pas côté, vous savez, le côté Disney d'avant. Ils le font beaucoup moins, mais le côté où c'est pas une comédie musicale en soi, tous en scène. On est vraiment dans ce côté que toutes les séquences où il y a des chansons sont justifiées à un moment donné. Elles sont justifiées. Contrairement à, par exemple, les anciens films de Disney où toutes les 2 minutes ils chantent. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments, même s'il y a des moments où Disney a réussi quand même à bien modeler leur chanson en fonction du personnage et en fonction de la situation. Je me rattrape. Pardon, j'ai envie de lever la main en mode j'ai un truc à dire, monsieur le professeur. En fait, les comédies musicales se justifient de la manière suivante, c'est que quand l'émotion est trop forte, tu chantes, quand elle est encore plus forte, tu danses. Et là, effectivement, comme tu le dis, dans Tous en scène, la chanson, c'est plus le fil conducteur du film que le fil émotionnel. Oui. C'est-à-dire que les moments d'émotion et de changement émotionnel qu'ils vont subir, c'est comme dans un vrai film, donc c'est des trucs où ils vont devoir dialoguer ou peut-être faire avoir des actions. D'où le fait que tu peux pas voir ça comme une comédie musicale. Et donc le réalisateur de Tous en scène, Garth Jennings, il a un nom compliqué ce monsieur, il a la particularité d'avoir joué dans la trilogie des Cornetto. Donc il a joué un zombie dans Shaun of the Dead, il joue un toxicomane dans Hot Fuzz. J'ai re-regardé Hot Fuzz pour voir. En plus, j'ai re-regardé et en fait je l'ai capté. Et il fait juste une apparition, mais vite fait quoi. C'est vraiment... voilà. Et dans le dernier pub avant la fin du monde, il joue un mec qui est assis dans un bar. Et il fait une voix dans un parking dans Baby Driver. En plus, donc, qui n'est pas une comédie musicale non plus, mais il y a beaucoup de musique. Voilà, il y a beaucoup de musique. Tout est lié. On reste dans le Tout est lié. le Not Comedy Musical Universe. Tout est lié. C'est vrai qu'on aurait pu parler de Baby Driver en plus aujourd'hui. Oui, parce que la musique est très importante aussi dans ce film-là. Donc, puis en plus, voilà, le montage est juste extraordinaire au niveau avec la musique. Quand on parlera de films avec des montages extraordinaires, on fera 2 heures sur Baby Driver. Voilà. Et aussi, c'est que normalement, cette année, il y a Tous en scène 2 qui est prévu. Oui. Apparemment. Si j'ai bien suivi. Après, les films d'animation ont l'avantage de pouvoir être plus facilement fabriqués en ce moment. Oui, oui. Ouais. Après, apparemment, ils voudraient faire comme Troll 2, World Tour, où en fait, finalement, le sortir en ligne, quoi. D'accord. Mais parce que du coup, vu que Troll 2 a mieux marché que le premier en ligne, ils ont fait mais même qu'en comparant les chiffres, si on avait eu ces chiffres-là en salle, ça aurait été incroyable. Enfin, du coup, il y a plein de compagnies d'animation surtout qui se disent alors pour nous, au moins, ça peut être un bon truc. Ouais. Et on peut voir le film Tous en scène ou mon cher. Alors, malheureusement, en ce moment, il n'est plus sur Netflix, il l'a été pendant un moment. Donc, surveillez les plateformes parce qu'il est attend. sur Amazon Prime. Non, il est en Amazon Prime en VOD. Ah merde. J'avais cru aussi, mais en fait, non, aussi, il est à la demande. Donc, surveillez en fait toutes les plateformes plateformes vidéo style Netflix, Amazon Prime. En fait, il a tendance à aller revenir. Donc, du coup, il y a des grandes chances qu'il revienne à un moment dans l'année. C'est pas trop quand. Sinon, en DVD, très facilement trouvable. En Blu-ray, pareil. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, c'est très probable qu'il puisse atterrir sur Disney+, parce qu'il y a Momoche Méchant qui a atterri à un moment. Pour Disney+. Oui, ils doivent avoir un contrat de diffusion avec Illumination. D'accord. Sûrement. Je voulais juste revenir sur un truc par rapport à la VF. Alors, la VF, ils ont eu le bon goût de ne pas rechanter les chansons en français parce que déjà, ça aurait été dégueulasse. Et déjà, encore en plus, ça n'aurait pas été justifié parce que les chansons, justement, sont en langue anglaise dans le film. Les retraduire en français, ça aurait été pénible. Et puis, troisième chose qui est bien, c'est que du coup, on n'entend pas Patrick Bruel chanter. Ça me va totalement. Non, mais son personnage chante pas dans le film.
C'est vrai. Mais ça fait une quatrième raison de le faire. C'est encore mieux. Mais le problème, c'est que tu cites ce genre de choses, mais t'as totalement raison. C'est que j'ai revu un film de Marilyn Monroe, il est pas bien lui. De Marilyn Monroe. Qui est sans moi, je reviens tout de suite. De Marilyn Monroe, où elle chante. Oui. Et je l'ai vu en VF. J'aurais pas dû le voir en VF parce qu'ils ont traduit les chansons. Elle a une voix en française de merde. Mais de merde. Et quand je l'ai revu en VO, j'ai fait c'est mieux. Oh la vache, c'est mieux. Et en fait, heureusement, moi je l'ai vu qu'en VO tous en scène parce que j'ai préféré le voir qu'en VO. Parce que moi, excuse-moi, mais j'ai vu Bruel, j'ai fait non. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. C'est ça. Après, Patrick Bruel, pour le coup, je me moque un petit peu, mais en étant plus sérieux, il fait pas un mauvais boulot sur Buster Moon. C'est pas exceptionnel, mais je trouve que ça colle plutôt bien au personnage par rapport justement à la voix à laquelle on pourrait s'attendre en VF et par rapport à la voix originale. Je trouve que elle est pas trop haute ni trop basse par rapport à ça. Et même globalement, le casting a été plutôt bien sélectionné en VF. Il y a Jennifer qui double Rosita. Donc, oui, ça va. Ouais. Du coup, voilà. Et c'est Laurent Gérard qui fait le boulot pour Hans. Non, ça c'est bien. Gunther. J'appelle Hans tout le temps. Il aime beaucoup ce Gunther au point de l'appeler Hans. Ah, je l'aime beaucoup, mon Gunther. Je disais, quand je l'avais revu, je disais, ah bah tiens, s'ils font à 3, je ferai le casting pour aller doubler Gunther. Non, mais après, je me dis, ça aurait pu être une bonne idée. Du coup, de toute façon, garder les chansons anglaises parce que c'est que des chansons que tout le monde connaît, oui. Mais de les faire chanter par les doubleurs français, surtout que, pareil, Jennifer, c'est une chanteuse, donc elle peut chanter en anglais, je pense. Après, j'ai pas le casting français en tête du tout. Ça aurait été dommage de remplacer la voix de Seth MacFarlane. J'aime beaucoup Seth MacFarlane. Est-ce que je vous l'ai dit? Est-ce que vous l'avez remarqué? Mais après, voilà, moi, quand j'ai commencé à le regarder en français, je sais plus, avec ma petite sœur, et que je vois que les chansons sont restées en anglais avec les vraies voix, j'ai fait... Ouais. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, après, ça reste cohérent en fait sur le timbre de voix. Ils sont pas allés chercher des acteurs totalement opposés en termes de timbre de voix. C'est ça en fait qui est rassurant. Ils sont pas allés chercher quelqu'un qui a une voix très grave, par exemple pour H. Sachant que H, elle a une voix un peu éraillée en anglais, mais elle n'est pas tout le temps à parler comme ça, comme si elle avait fumé 50 paquets de clopes dans les journées. Salut, c'est H. Jeanne Moreau. Bonsoir. Donc voilà, donc sur le film, en VO, en VF, pour les enfants, ça convient très bien, pour les adultes, ça convient bien aussi. Voilà, donc j'ai pas plus à rajouter là-dessus. Voyez-le. Voilà. Voyez-le. Voyez-le 2 fois. Voilà. 2 fois, en VO et en VF. On va passer à un film. Et après en VOF. En C'est-à-dire que à chaque scène, vous changez. Et après en russe. Non sous-titré. Ah, j'espère qu'ils ont pas redoublé en russe, j'ai pas regardé. Par contre, je crois que sur le DVD que j'ai, il me semble qu'il y a une version flamande dessus. Oh, je serais très curieux de voir s'ils ont redoublé. Je pense pas qu'ils ont redoublé les chansons Et après, vous la voyez en version québécoise. Pourquoi? Je sais pas. Allez, on passe au suivant. 2013, c'est l'année où je découvre un réalisateur qui s'appelle John Carney. Pas John, que John Carney une fois. Allez, il pourrait très bien s'appeler John. Sauf qu'il ne s'appelle que John Carney, ça change pas. Je le découvre via un film qui s'appelle New York Melody. Et ça, c'est le nom français. Parce que le nom anglais, c'est quand même de l'anglais, mais c'est pas New York Melody, c'est Begin Again. Et bizarrement, le titre anglais correspond mieux avec le scénario. Ah, quel hasard. Quel hasard. Donc, New York Melody, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film où nous avons Mark Ruffalo qui joue un producteur de musique, qui est un peu en perte de vitesse et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. D'ailleurs, nous le découvrons le jour où il va se faire virer. Quel hasard magnifique! Et donc, il est quand même pas très joyeux, il est plus très riche, et il va se bourrer la gueule dans un bar, ce qui est devenu un truc très quotidien pour lui. Et dans ce bar, qu'est-ce qu'il fait? Surprise, surprise, il découvre sur scène une jeune Keira Knightley, qu'il est toujours, je sais pas pourquoi il précise qu'elle est jeune maintenant. Ouais, toujours jeune. Oui, elle est toujours jeune, mais enfin, donc sur scène, il y a Keira Knightley qui joue de la guitare.
et qui joue un morceau magnifique, mélancolique, et lui il se dit ok, elle je la prends, je la produis, je fais son CD. Là je viens beaucoup de résumer le film dans ces deux parties. Sauf que il y a deux parties distinctes comme je viens de le dire, je me répète beaucoup, c'est incroyable. La première partie, en fait, on voit tout ce qui s'est passé avec le personnage de Mark Ruffalo pour que justement il arrive dans ce bar. Et ensuite, on découvre tout ce qui s'est passé avec le personnage de Keira Knightley pour qu'elle arrive dans ce bar. Et là, c'est là où il y a je dirais justement, le seul problème que j'ai avec le film, parce que autant parler des problèmes qu'on a avec les films, c'est que les flashbacks semblent être un peu longs, même s'ils sont nécessaires. Parce que Keira Knightley, en fait, elle s'embrouille avec son mec, qui est joué par Adam Levine, donc le chanteur des Maroon 5. Oui. Qui, voilà, bon, il est là, il se joue lui-même, donc il joue bien. Il se joue lui-même. Ouais, alors, je pense qu'honnêtement, dans la tête d'Adam Levine, il se parodie, sauf qu'il se rend pas compte que c'est vraiment lui. Parce que c'est vraiment ce qui est devenu sa carrière, un truc très chelou. Mais bon, il est là, il chante bien, et pour une fois qu'on l'entend chanter sur autotune, parce que là ça devient très rare, je vais arrêter de parler de Maroon 5. Bref, on a donc toute cette histoire de Keira Knightley qui s'embrouille avec son petit ami qui débarque avec elle d'Angleterre à New York pour lui avoir une carrière musicale pendant qu'elle se fait chier. Parce que c'est New York et c'est trop grand pour elle. Elle qui vient plus ou moins de la Cambrousse Pourquoi je prends cet accent alors qu'en fait c'est la Cambrousse anglaise. Elle vient de la Cambrousse anglaise. Elle vient de la campagne anglaise. Tous les campagnards du monde ont cet accent enfin. Ils viennent tous d'un roman de Pagnol, tu vois. Bah oui, Pagnol c'est le Tolkien français bien sûr. En plus tout s'explique, vu que le réalisateur s'appelle Carnet, il fait référence à Marcel Carnet, donc c'est bon, ça marche. C'est bon. Le château de ma mère, c'est le Silmarillion, c'est ça? L'homme qui va monter cette vidéo est en train de me détester. Il dit pas non. Il va le garder, il va faire un Je disais quoi? Oui, donc elle, voilà, elle débarque d'un endroit quand même plus calme que New York, parce que New York, ça envoie de la patate. Et surtout, elle a suivi son mec sans avoir vraiment de projet. Donc on voit toute cette mélancolie qui, c'est ce que je dis, dure peut-être un peu trop longtemps, mais ça permet de comprendre pourquoi, au final, elle va dire oui à Mark Ruffalo pour faire son album. Et là commence toute la deuxième partie du film que je trouve géniale. C'est-à-dire qu'ils vont, pareil en fait, engager que des musiciens qui se font chier et ils vont enregistrer un album partout dans New York. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans la rue, ils vont aller dans le métro, ils vont aller en haut d'un immeuble. Et donc il y a toute cette création de l'album qui est très cool parce que du coup t'as un côté exploration de New York, d'où le titre français je pense. Et en même temps, voilà, il y a tout ce côté, bah écoutez, on fait de la musique par passion, ça se voit parce qu'on n'est pas en studio, wouh! Rock'n'roll. Et en plus, du coup, il y a tout un côté où chacun va... Déjà, les deux vont se rapprocher et à un moment, on peut croire que, mais non, ils vont juste se rapprocher amis, point. Parce que lui, il va essayer de retrouver son ancienne femme et elle va régler ses problèmes avec Adam... Autotune. avec Adam Autotune Levine. J'ai un peu résumé l'histoire, mais je vais pas vous en dire plus. Il se passe plus de choses évidemment, et tant mieux. Mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce que comment dire, c'est une très belle découverte. C'est pas le chef-d'œuvre qui va changer votre vie, mais c'est vraiment pas détestable du tout. C'est un très très bon moment à passer. Donc du coup j'ai envie que vous ayez ça, que vous ayez des petites surprises, que vous découvriez les personnages. J'ai volontairement pas donné de nom de personnage, non pas parce que je les ai oubliés, en fait si, mais parce que voilà, c'est les acteurs donnent envie de les voir, donc allez voir ces acteurs là. Surtout que moi Mark Ruffalo, honnêtement, à part à ce moment là, à part Eternal Sunshine of Spotless Mind, j'avais rien vu. J'avais vu Hulk, quoi, mais du coup, je l'avais vu que plus jeune et je savais pas où il en était dans sa capacité d'acteur à cette époque-là, à part dans les Marvel. Et là, j'ai fait ouais, il a gardé des bons trucs. C'est un vrai acteur. Par rapport à Robert Downey Jr., on va arrêter.
Arrêtez de me faire des virgules. Comment ça, j'ai fait tout seul? Donc voilà, en fait, je veux que vous découvriez John Carney, qui a fait un film avant qui s'appelle Once, que j'ai toujours pas vu, et en fait, je le trouve pas de... Comment dire, je le trouve très cher, ou je le trouve pas de manière détournée, donc je l'ai pas encore vu. Le film qu'il a fait après, qui s'appelle Sing Street, va un peu plus dans le côté musical, bizarrement, tout en restant pas une vraie comédie musicale. Si vous voulez, j'ai déjà dit la définition, donc on va pas vous la refaire. Mais voilà, c'est une très très bonne étape dans l'art, dans la vision cinématographique de John Carney. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette étape. Est-ce que toi tu as découvert cette étape? Alors malheureusement, non. Voilà. Malheureusement, non. Mais tu me donnes envie de le voir, surtout pour Mark Ruffalo en fait. Ah oui, mais Parce que je te donne raison sur ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que les comédiens qui sont dans l'univers Marvel sont bons, hormis, bon, Robert Downey Jr. c'est discutable maintenant, mais Scarlett Johansson, par exemple, est une excellente actrice, hors Marvel. Oui. Voilà, et Mark Ruffalo c'est pareil en fait, pour moi. Et tu me donnes envie en fait de découvrir ce film. La parenthèse sur Robert Downey Jr. avant que je me fasse engueuler partout, c'est oui, il a été très bon avant, après maintenant en fait il a ressuscité sa carrière pour la 15e fois avec Iron Man, et maintenant en fait je pense qu'il faut qu'il reprenne sa retraite, parce que les 2-3 films qu'il a essayé de faire maintenant sont soit très moyens, soit vraiment très nuls, donc foutons la paix Robert Downey Jr. Toi, est-ce que tu as vu New York Melody? Est-ce que tu l'as vu de toi-même? Est-ce que je te l'ai montré? Je ne sais plus. Je l'ai vu après que tu me conseillais Sing Street. Parce Ah. qu'en fait, j'ai vu Sing Street, parce que tu me l'avais fortement conseillé, Ouais. avec un couteau sous la gorge. En fait, Richard m'avait conseillé Sing Street, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Puis après, du coup, j'ai été voir New York Melody. En fait, le film, pour moi, c'est un bon moment à passer. Alors, j'en ai pas tous les souvenirs du scénario et tout ça, donc c'est plus très frais dans ma tête. Par rapport au scénario, mais je me rappelle avoir passé un bon moment. C'est assez feel good, mine de rien, donc c'est plutôt cool. On a envie en fait après de sourire à la vie, tu vois, de sortir et de danser partout. Enfin, peut-être pas jusqu'à danser dans la rue, mais. Et d'écouter la BO. Oui. La BO est cool. La BO est cool, et c'est ça que j'aime bien avec ce réalisateur. C'est qu'il fait des films bonbons, tu vois, des films qu'on a envie de savourer, des films qu'on a envie de revoir, des fois, des films. Voilà, je vous conseille toute la filmo de ce réalisateur, mais New York Melody est une bonne introduction, je trouve, à ça. Sing Street, après, si vous avez envie d'enchaîner, faites-le, parce que très très bon aussi. Mais New York Melody. Donc voilà, très fortement. Sur quoi on peut le voir? Alors, écoutez, sur DVD, et là, malheureusement, pour l'instant, il est que en VOD sur Amazon. Et voilà, je sais pas, c'est tout ce que j'ai trouvé comme information. À un moment, j'ai vu Amazon, j'ai fait cool, et je vois marqué 3,99€, je fais bon, ça les vaut, mais quitte à payer, achetez-le en DVD. Et après, donnez-le à vos potes comme ça qu'ils les regardent. On va passer au film suivant, donc le dernier. Et on change pas une équipe qui gagne. J'ai choisi le film le plus vieux. J'ai choisi un film qui date de 1958. Ah, ça remonte, hein. Ah, t'étais au collège. Ah, j'étais au collège. Ça va le certificat d'études? D'accord. Ah, c'était dur. Hein. Ah, c'était chiant, les écoles, elles étaient pas mixtes. Ah non. Et on avait de la bière pour manger le midi. Non, c'était du vin. C'était du C'est du vin, oui. C'était du vin. C'est du vin, oui. Comment je sais ça, moi? Ah, il y a le vécu. Il y a le vécu. vécu. Il a encore le goût des raisins là dans Il y a encore le. des raisins. Et donc, je vais parler du film qui s'appelle King Creole avec Elvis Presley. Ouais. Je fais très mal. C'est moi qui rigole. Non, dès que j'entends Elvis, je fais ouais. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me donne envie de me déhancher, tu vois. Ouais, voilà. Mais D'ailleurs, en je suis en train de fait, me j'ai déranger. choisi King Creole parce que on sait tous que Elvis Presley a une carrière au cinéma. Et une carrière de cinéma pourrave. On va le dire franchement, il a fait des films nuls. Où c'était juste des comédies musicales en disant tiens, Elvis chante. Et c'était tout. Moi, son meilleur film, c'est La Classe américaine pour moi. Et bah, en fait, tiens, regarde, on va parler de meilleur film. Et bah, pour moi, le meilleur film d'Elvis Presley, c'est King Creole.
King Creole, déjà, je vais dire qui c'est qui est le réalisateur de film. C'est un certain Michael Curtiz. Et ce monsieur-là a fait Casablanca. Donc c'est pas un manchot. Et aussi le Masque de cire en 1933. Donc c'est le premier masque de cire, et ce masque de cire-là, la particularité d'utiliser le Technicolor. Enfin, pas le Technicolor, mais le deux couleurs. Oui. Les deux couleurs. Un rouge et du vert. Enfin bref. Et donc King Creole raconte le personnage de Danny, donc incarné par Elvis Presley, qui a une passion, à votre avis laquelle? La musique. Oui. Oh C'était ça ou la gomina? La gomina aussi. Mais bon voilà, il veut pas forcément faire son métier, c'est juste une passion comme ça, et ça se passe mal, c'est un jeune étudiant, et il se fait virer, parce qu'il veut passer son certificat d'études, mais ça fait 2 fois qu'il le loupe, il en a marre, donc il veut arrêter, il veut travailler. Et en fait il vit avec son père et sa sœur, et son père en fait est au chômage. Il a du mal à trouver du travail, et en fait Elvis, donc Danny, réussit à trouver du boulot en tant que serveur dans une boîte de nuit. Et à un moment donné, le directeur de la boîte de nuit va découvrir qu'il a une belle voix. Et en fait, il va lui proposer de devenir chanteur dans la boîte de nuit. Donc en fait, c'est l'un des rares films d'Elvis où la musique, à chaque fois, est justifiée. Sauf la première scène du film. Mais en fait, c'est parce qu'il y a en fait, le film se passe à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, alors, me dites pas. Nouvelle-Orléans, King Creole, tout va bien. Et en fait, t'as une espèce de femme qui est à cheval. Une espèce de. Il y a plus ou moins une femme, on n'est pas sûr. Écoutez, j'ai cru voir une perruque faire ça 2-3 fois, donc je suis pas sûr. Ah, c'est le cheval alors. Tout le reste du film, en fait, toutes les parties musicales sont justifiées. Parce qu'en fait, ils chantent dans un bar, enfin, dans une boîte de nuit. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est... alors oui, il y a des chansons, la BO est juste très belle. La BO est vraiment bien. Mais c'est surtout c'est un film dramatique, en fait. C'est un film noir, t'as un côté très polar très sombre, en fait, parce qu'il rencontre une nana qui est jouée par Caroline Jones, et en fait Caroline Jones c'est la première femme à avoir joué, la première actrice qui a joué Morticia, la famille Adams, la série, la toute première série. Oui, vu l'époque, ouais. Et voilà. Et en fait son personnage à elle, et c'est un personnage totalement dramatique. Elle est alcoolique, limite à un moment donné je crois que même elle se drogue. Elle travaille pas, mais elle est la femme d'un des directeurs de la boîte de nuit, d'une autre boîte de nuit, mais on comprend très bien que c'est plus son Mac qu'autre chose. Ouais. Le personnage de Danny va à un moment donné flirter avec des jeunes voyous, même si lui il veut pas y aller, mais en fait il se dit ouais mais c'est de l'argent facile, et pour ma famille, tu sais, je vais pouvoir nourrir ma famille, etc. Et je trouve qu'Elvis dedans est bon, et c'est rare. C'est méchant, mais c'est rare de le voir bon en fait dans ce type de rôle-là. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est vraiment ce côté très dramatique. Alors c'est pas non plus une telenovela non plus, hein, je vous rassure. Mais il y a une recherche en fait dans le scénario qui change de ces films qu'il a fait après, parce que King Creole en fait c'est son 3e film. Il y a eu Love Me Tender, il y a eu Rock du Bail et King Creole après. D'accord. Et en fait, dans ces 3-là, le meilleur c'est King Creole. Parce que justement, il y a une plus de profondeur en fait. Déjà dans son jeu, dans le personnage qu'il incarne, et la relation qu'il a aussi avec les autres personnages, qui est vraiment intéressante. Et c'est ce côté très drame en fait, très film noir, qui va très bien avec la BO en plus. Et la BO est vraiment excellente. Et ouais, comme je dis, voilà, c'est pas une comédie musicale, dans le sens où on est comme dans Tous en scène, ou comme dans New York Melody, c'est qu'à chaque fois, la musique et les moments de chant sont justifiés, parce qu'il est dans un concert, entre guillemets, ou enfin il chante dans la boîte de nuit, donc à chaque fois c'est justifié. Et
Et ce qui est étonnant aussi, enfin, c'est assez surprenant, c'est qu'il y a une comédienne, j'ai pas donné son nom, mais il y a une autre jeune comédienne, et elle est amoureuse de lui, parce que c'est Elvis à l'époque, il fallait une romance. Mais lui, il en a rien à branler, je le dis franchement. Et cette jeune comédienne-là, elle a fait, je crois qu'elle a fait que 2 films. Elle a fait, et 2 films avec Elvis d'ailleurs. Et après, elle a décidé de se retirer et devenir nonne. Ah bah, c'est sympa de fréquenter lui. Tu vas devenir nonne. Pardon. Ouais, tu vas devenir nonne. Et franchement, non, je vous conseille King Creole parce que c'est le meilleur film d'Elvis. Après, il a fait d'autres films qui sont... Bon, voilà, il a fait des comédies musicales, mais bon, si vous voulez de voir une comédie musicale rigolote, c'est Viva Las Vegas, avec Anne Margaret. Je l'ai pas vu. Non, elle est fun, elle est totalement décomplexée, et ils s'en foutent royalement. Bon voilà, après ces autres films sont nuls. Je dis franchement, voilà. Et pourtant, ça a été l'acteur le mieux payé au monde, à un moment donné. Il gagnait 20 millions de dollars par film. Ça va. Tu fais ok. C'est vrai qu'ils vendaient pas assez de CD à l'époque. Les 20 millions en plus, bon, bah, c'était un petit coup de pouce. Hein, ça mettait du beurre au caviar dans les épinards. Voilà. Du beurre de cacahuète. C'est son agent de poche à chaque fois qu'il est à Vegas. Tu vois. Oui, voilà, c'était ça. J'ai choisi ce film-là parce qu'au départ, on va rien me cacher, au départ, je voulais parler du documentaire avec Elvis qui s'appelle That's the Way It Is, qui est sorti en 1970 et qui est sorti au cinéma dans le monde. Parce que c'est un documentaire passionnant parce qu'on voit les coulisses des concerts donnés à Las Vegas dans les années 70 et quelques images de concerts là-bas. Et c'était un documentaire plutôt passionnant parce qu'en fait, bah, voilà, on voyait ce que Elvis faisait de mieux, c'est-à-dire chanter. Il jouait pas un rôle. Et c'était ça. Puis en plus, il faut aller le prendre aussi dans le contexte, c'est que Elvis fait partie de ceux qui n'a jamais donné un concert à Paris ou en Europe. Merci Connell Parker, parce qu'il est interdit de séjour là-bas. Et donc ça a permis aussi aux gens qui aimaient bien sa musique ou qui voulaient découvrir Elvis, aller au cinéma, bah, ils voyaient ce qu'il savait faire. Et c'était pareil pour King Creole en fait. C'est que King Creole, quand il est sorti en France, c'est à partir de ce moment-là que les Français ont découvert le rock'n'roll. À cause de King Creole en fait. Non, voilà. Grâce du coup. Oui, grâce. Ou alors c'est vraiment que t'aimes pas le rock'n'roll. Non, j'aime bien le rock'n'roll. Grâce à King Creole, ils ont C'est à cause de King Creole que ce démon appelé le rock. Et c'est grâce à Je qui es-tu. Donc c'est grâce à King Creole en fait que les Français ont découvert le rock'n'roll. Pour terminer sur Elvis, en 72, il y a eu un deuxième documentaire qui suivait la tournée, pas Vegas, mais la tournée des États-Unis. La tournée de 72 donc, où tu me dis il faisait 2 concerts, il faisait 2 concerts en une journée. Au goûter, donc vers 16h, il reprenait à 20h. Et tu fais, ouais mec. Et bon, après j'aime pas trop ce documentaire-là parce que tu vois vraiment que ça va pas fort. Hein. Ça commence à, voilà, on va dire que il prend du poids, ça se voit. Quoi. Ouais, ça se voit. Et physiquement, la voix est toujours là, mais physiquement, bon, voilà, il commence à déconner. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a monté ce documentaire, c'est Martin Scorsese. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait putain, mais Martin Scorsese, en fait, il a commencé dans le montage. Donc je fais un grand coucou à la technique. Voilà. Tu fais comme Martin Scorsese. C'est pour ça que Scorsese aussi a toujours eu des très bons monteurs et des très bonnes monteuses avec lui parce que il sait ce que c'est, l'importance du montage. Il connaît le talent. Non, puis en plus on compte aussi que c'est que voilà, Scorsese, on va bien fixer vite fait, mais Scorsese en fait a toujours aussi été dans le milieu de la musique. Il a commencé en tant que monteur, il a monté un documentaire sur Elvis, il a fait un clip pour Michael Jackson, Bad. Il a fait un documentaire pour les Rolling Stones. Ouais, voilà, il a toujours été plus ou moins quand même dans le milieu de la musique en fait, Scorsese, donc ça paraît logique en fait. Mais c'est surprenant en fait du fait que tu vois 72, tu vois montage, Martin Scorsese, tu fais ok, tout va bien. Donc messieurs, je vais vous poser la question, même si je sens que je vais avoir un non. Est-ce que vous avez vu King Creole? Oui, c'est le seul de Elvis que j'ai vu, parce que j'ai un prof l'année dernière qui me l'a recommandé en me disant « Regardez ça, c'est le seul bon d'Elvis ». Donc du coup, j'ai pas vu Viva Las Vegas, mais King Creole, oui, je l'ai vu l'année dernière.
Et tu en as pensé quoi? J'en ai pensé que j'ai aimé, que je me suis dit putain, si ça c'est le seul bon, c'est un peu triste parce que je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Non. Donc je me dis, c'est dommage que son seul bon soit pas un chef-d'œuvre, mais au moins c'est cool, c'est sympa à regarder. Ouais, c'est sympa. C'est pas le meilleur de son époque, mais c'est quand même très bon quoi. Oui, il y a un savoir-faire en fait. Oui. On sent qu'il y a un savoir-faire derrière et. Le pire, c'est comme un couillon, j'avais pas fait le lien avec Casablanca, mais du coup j'ai fait ah bah d'accord. Ouais, c'est lui. Mais en plus, il y a juste une anecdote, je vais y arriver, qui me revient à l'esprit, c'est qu'en fait, King Creole de base n'était pas prévu pour Elvis. C'est au départ, c'était prévu pour James Dean. Pas en tant qui était mort. J'allais dire qu'il était occupé. Qui était occupé. Ouais, là où il est, je pense qu'il est occupé, je ne sais pas. Mais en fait, c'était pas dans le milieu de la musique, mais c'était dans le milieu de la boxe. Ouais. Voilà. Et en fait, quand je vois l'anecdote, je fais, c'est bizarre, parce qu'en fait, ça ressemble vaguement à Rocky. L'idée, en fait. Oui. Dans l'idée, tu sais, qu'on suit le parcours d'un mec en bave et qui tente de s'en sortir grâce à la boxe. Tu sais, il y a un petit lien qui est assez rigolo. Bah après, de toute façon, le fait de suivre un petit gars qui va essayer d'aller au sommet, machin, héros, mais au milieu un visage, tout ça, enfin... Ouais. tu vois, Le monomythe. Le monomythe, c'est le monomythe, au bout d'un moment, il se répète que ce soit un gars qui passe par la boxe, par la musique ou par les crêpes. D'ailleurs, ça serait. Ou la ratatouille. Oui, bah. Et toi, Aurel, est-ce que tu as vu Non, j'ai pas vu. Mais je raconte juste un truc marrant parce que quand tu as parlé de la scène d'introduction, au moment où, où le personnage d'Elvis se fait découvrir dans un bar, ça m'a fait un peu penser à Boogie Night. Où la séance d'introduction, en fait, c'est le personnage principal qui va dans un bar et qui va aux toilettes et qui croise un producteur de films porno et qui lui dit ok, tu peux venir tourner dans les films. Qui n'est pas n'importe quel producteur de films porno, il croise Burt Reynolds. Ah oui, pas mal. Oui. Non, alors dans King Creole, en fait, c'est que c'est des clients qui sont totalement bourrés. Et ils le regardent passer et en fait, Elvis dedans, en fait, il est juste serveur, tu sais, il est en train de nettoyer les tables et tout ça, et puis ils sont totalement pétés. Et ils viennent le voir, hey, vas-y, chante, je suis sûr que tu chantes bien. Tu sais, puis ils sont totalement. Mais en plus, ils le forcent, puis lui, il veut pas. Tu chantes bien parce que t'es Elvis Presley, je te reconnais. C'est les mecs qui étaient vraiment bourrés sur ça. J'ai du pif. T'as du pif. T'as les cheveux en gomina, t'es Elvis. T'es Elvis. Les mecs, le scénar, on s'en fout. On s'en fout. C'est Elvis Pété. Ils sont vraiment bourrés. C'est ça. C'est Elvis Pété. Qui a vraiment mis du whisky dans leur whisky, quoi, fallait pas. Mais nous sommes des acteurs studio, enfin. Et c'est depuis ce temps-là que l'on met toujours du thé glacé à la place du whisky. Puis ils mélangent tout. Nuit de shit. Mais arrêtez, merde. Non, mais t'as fait une allusion, Aurel, à la classe américaine. Et en fait, le bout qu'ils ont pris sur Elvis, ça fait partie d'un film, un western spaghetti, qui s'appelle Charo. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui disent qu'il est pas mal du tout, parce qu'en fait, il n'y a aucune chanson. Il y a juste une chanson, mais c'est le générique de début. Et apparemment, beaucoup de gens disent que en fait, ça lui va bien. Oh, le western, ça lui va bien, clairement, je pense que... Et il y a beaucoup de gens qui recherchent beaucoup ce film-là. Je l'ai jamais vu, donc je peux pas dire. Mais ils jugent. Il y a beaucoup de gens, quand ils l'ont vu, ils se sont dit, en fait, c'est pas mal. Hein. Le look lui va très bien, le côté western spaghetti, à l'américaine, évidemment. Et lui va très bien. Mais apparemment, pour ma part, voilà, moi je fais partie de ceux qui jugent que son meilleur film, c'est King Creole. Après, il y en a d'autres qui vont me sortir d'autres films que je n'ai pas vus, hein, donc je peux pas forcément savoir. Mais bon, moi, voilà, ces autres films sont pour moi, j'en ai vu quelques-uns. Ouais, il y a certaines BO, certaines chansons qui sont sympathiques, mais bon, tu regardes pas forcément un film juste pour la chanson. Il faut une histoire quand même à un moment donné, quoi. Donc, et en fait, on va dire qu'en termes de scénario, King Creole est plus intéressant. Voilà. Et vous pouvez le voir, vous pouvez le choper que en DVD, parce qu'il n'est pas sur... Alors, il est en VOD, sur Amazon. Mais, Amazon, tu nous auras tous. Ouais. Et donc, mais vous pouvez le trouver facilement en DVD. Alors, vous ne le trouverez pas sur le nom King Creole, vous le trouverez sur un nom français.
J'ai peur du nom français. Bagarre au King Créole. Ah ouais, non, c'est... Ils ont juste Ça rajouté va. bagarre. Ça va. Je m'attendais à pire. Genre Elvis à la plage. Alors ça s'appelle Blue Hawaii. C'est ça, c'est... Ou genre Voodoo Presley parce que ça se passe à Nouvelle-Orléans. Ouais, le truc ultra cliché, mais très typique des années 50. contre, Elvis Presley, Electric Boogaloo. Par contre, les décors dans ce film-là et la reconstitution de la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment bien fait. Bon, c'est en studio, on le sent, quoique, mais c'est vraiment magnifique. Il y a toute une place qui a été reconstruite et c'est vraiment beau. Vraiment. Il y a une ambiance en fait. Je pense que dans le film-là, on peut dire c'est qu'il y a un savoir-faire et ça se voit. Ça se voit. Voilà. Donc, puis en plus, voilà, vous allez découvrir un jeune Elvis qui était encore beau à l'époque, qui était en pleine jeunesse. Et voilà, si vous aimez le rock'n'roll et son histoire, King Creole, c'est un bon truc, un bon cru, comme on dit. Donc voilà, messieurs. Des choses à rajouter? Si vous voulez un très bon film avec Elvis dedans, regardez Walk the Line. Ah, tu joues sur les mots. Ah oui, complètement. N'empêche, Elvis dedans. En parlant d'Elvis, il y a le futur biopic qui va Oui, qu'on attend. Et Tom Hanks joue le colonel Parker. Oui. J'ai fait, il va le rendre comme gentil. Non. J'espère pas. Moi je compte sur Tom Hanks, Tom Hanks pour le rendre méchant. Je suis le colonel Parker, mais je suis gentil. Colonel Parker, pourquoi on va pas en Europe? Parce que c'est des méchants. C'est Tom Hanks, on le croit. Parce que c'est des méchants. Et en plus, c'est qui va danser? Lars. Pas Lars von Trier. Non, Baz Luhrmann, tu nous avais dit. Baz Luhrmann. Le mec qui a fait Moulin Rouge. Voilà. Entre autres, qui va faire le film sur Elvis. Pourquoi pas. En plus, l'acteur qu'ils ont choisi pour incarner Elvis, plutôt bon choix. C'est lui qui joue dans Once Upon a Time in Hollywood. Il joue le jeune Cholon. Oui, d'accord, tu vois. Je vois l'acteur, mais j'ai plus le nom en fait. Ouais, j'ai pareil, j'ai pas le nom. Mais... Et ils ont choisi lui pour incarner le rôle. C'est plutôt pas mal. Pas mal. Après, on verra ce que ça va donner. En espérant qu'il sait chanter, quoi. Bah, lui va faire. Puis c'est tout. Mais pas tout le monde ne fait des aussi bien que Elvis. Ouais, voilà. Johnny Hallyday. Non, lui. Quand il était plus jeune, bon, il est mort maintenant, mais dans sa jeunesse, il faisait plus des que des parce qu'il y avait des cigarettes en moins. Ouais, et l'alcool et il y avait du whisky en moins. Voilà. Là, il y avait moins. Bon, messieurs, on va faire un petit jeu teasing pour la prochaine émission. Oh, j'ai peur. Bah, le mois prochain, c'est quoi? C'est la fête des amoureux. Ça vous dit de faire une spéciale Saint-Valentin? Ou les films d'amour? Bah moi oui, toi ouais. Bah allons-y hein. Allons-y. Voilà. Pour les films sur les amoureux et tout ça. Puis après on fait, là c'est sûr parce qu'en fait on avait fait un vote tous les trois, enfin tous les Putain, quatre. faut que je reparle de Love Actually. Non, on va pas parler de c'est bon. Et on va dire que là on va tacter le truc, c'est que on va faire une spéciale Saint-Valentin et après au mois de mars on fera une spéciale bagarre. Des bagarres. Bagarre. Oui, parce que Mars. Parce que bagarre. Mars, dieu de la guerre, la bagarre. Ah, c'est bien. Merci. Voilà, Mars de la guerre. Voilà, rien à foutre. Bagarre. On vous souhaite une excellente journée, soirée ou après-midi, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Voilà. Bonne suite de vie. J'ai envie de dire, je suppose reconfinement. Parce que je le sens arriver. Couvre-feu. Couvre-feu prolongé. Couvre-feu confinement. Bref, ce DLC de Chianli, j'espère que vous l'apprécierez. Et n'oubliez pas de soutenir le cinéma quand il rouvrira. Oui. Ouais, c'est important. C'est important. On a l'adresse IP de chacun d'entre vous. Faites attention. C'est sur toi, Kevin. On te retrouvera. Donc on fait un coucou aussi à la campagne anglaise. À la campagne anglaise. La campagne anglaise. Et surtout prenez soin de vous, parce que c'est important. Allez voir, je vais pas dire cette formule, elle appartient à quelqu'un. Soutenez les salles de cinéma quand ils vont ouvrir, voilà. comme dit Aurel. Et mettez-vous des films, parce que c'est cool, et ça fait du bien à des moments. Au revoir. Au revoir. Ouais.